Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Génération Laudato Si, l'émission qui vous parle d'écologie intégrale et des défis d'aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons parler ensemble aujourd'hui des animaux menacés ou en voie d'extinction. Des grands singes aux baleines bleues en passant par les abeilles ou les hérissons, on estime qu'une espèce animale sur 3 aujourd'hui est en train de disparaître de la Terre. À tel point nous alertent les scientifiques que nous sommes entrés dans la 6e extinction de masse des espèces. Dans une approche chrétienne de la crise écologique et sociale, nous allons essayer de nous questionner ensemble sur cette extinction. Peut-on l'endiguer? Peut-on développer un rapport aux animaux plus juste et plus fraternel, comme nous y invite le pape François dans son encyclique Laudato Si? Pour décortiquer tout ça, je vais être accompagnée de Marine Samzin et de Timothée Schwartz, ici au domaine des Courmettes dans les Alpes-Maritimes. Je les retrouve tout de suite, c'est parti. Salut Marine, salut Timothée. Salut Claire. Bonjour Claire. Bonjour, merci d'être avec nous pour cet épisode. Timothée, tu es le directeur scientifique national de l'association Arocha. Tout à fait. Donc en fait, je suis en charge de développer, coordonner et mettre en œuvre tous les projets scientifiques et de conservation de la nature de l'association. D'accord. Qu'est-ce que tu étais en train de faire là dans le bassin? Je voyais que tu cherchais quelque chose dans l'eau. Oui, en fait, je cherchais ce qu'on appelle des exuvies. Alors là, j'en ai dans ce pot. C'est une mue. Voilà, en fait, c'est la mue, la dernière mue des libellules. Et comme tu sais, les libellules sont des animaux qui sont menacés par la disparition de leur habitat, les zones humides. Ouais. Elles passent la majorité de leur vie dans l'eau. Plus de 80% de leur temps, elles sont sous cette forme, une forme larvaire dans l'eau, avant de devenir les magnifiques insectes colorés que tout le monde connaît. Toi, Marine, tu es journaliste? Oui, je travaille à la radio RCF à Marseille, où j'anime notamment l'émission Comme une planète, qui traite d'écologie intégrale. Super. Est-ce que tu nous as apporté un objet pour cet épisode? Oui, alors je vous ai ramené une petite paire de jumelles, Ouais. qui sont plutôt des jumelles de théâtre, mais Ouais. en fait, l'idée c'est de se remettre dans la posture vraiment de l'observateur pour s'émerveiller devant toutes les créatures, qu'elles soient très grandes ou très petites, et donc qu'il faille des jumelles pour les observer et s'émerveiller. S'émerveiller de la création des créatures aimées de Dieu et puis parler des espèces menacées, on va le voir tout de suite dans notre émission. J'ai une question pour vous. Quand est-ce que vous avez vu un hérisson dans votre jardin depuis la dernière fois? Ça fait pas mal de temps. Ça fait longtemps? C'est vrai? Toi, Timothée? Moi, je pense que ça fait au moins 2 ans. Je me suis rendu compte moi, que quand j'étais petite, j'en voyais tout le temps au fond de mon jardin et aujourd'hui plus du tout. Et je me rends compte qu'il ne faut pas aller très loin pour voir que les espèces autour de nous sont toutes menacées. On en parle dans cette émission. C'est parti. Quand on parle d'animaux en voie d'extinction, vous avez peut-être en tête, comme moi, des espèces emblématiques comme la baleine bleue, le gorille ou l'ours polaire. Et malheureusement, la liste des animaux menacés est beaucoup plus longue. Entre les années 70 et 2014, on estime que la Terre a perdu 60% de ses animaux sauvages. Imaginez une ville de la taille de New York qui, en 40 ans, aurait perdu la moitié de ses habitants. Alors la France n'échappe pas à ce phénomène, on va le voir avec le rôlier d'Europe, un magnifique oiseau bleu. Regardez ce reportage de Marine Belmont dans la vallée des Baux. Le rôlier d'Europe, à la base, était très implanté en Europe. Avant que l'agriculture devienne intensive, on avait des champs pleins d'insectes, des haies partout. Et suite à l'agriculture intensive, avec l'arrivée, la destruction des haies, là où ils nichaient, et la mise en place d'agriculture intensive, donc les tracteurs, les pesticides, insecticides, ça a fait partir toutes ces proies. Et donc, il a diminué énormément en Europe. Aujourd'hui, on va aller voir les nichoirs, voir si dedans il y a du rôlier ou d'autres espèces, et voir si la reproduction se passe bien. Almost, continue. Encore. Don't push to the top. Push to the bottom because now we see the ground. Cet oiseau est migrateur et vient ici en France pour nicher et pondre ses œufs. Cet oiseau ne fait aucun nid, il utilise d'anciennes cavités dans les arbres, d'anciens nids d'oiseaux. Et il va se nourrir principalement, même que d'insectes qu'il va trouver dans les champs. Le rôlier, c'est une sentinelle parce que
Il vit dans des vieux arbres où il y a déjà des cavités. Et pour ces vieux arbres, il faut qu'il y ait des haies qui soient permanentes, qu'elles soient là depuis longtemps. Et puis, il se nourrit aussi de gros insectes. Et pour qu'il puisse rester, il faut que dans les alentours, il n'y ait pas de pesticides, en tout cas peu, afin de garder ses proies. C'est un bon indicateur parce que souvent, les champs, il y a beaucoup de pesticides qui sont mis dedans, d'insecticides, ce qui détruit la biodiversité dans ces milieux. Et le fait qu'ils soient présents montre qu'il y a au moins un minimum de biodiversité dans ces champs. Il est vraiment magnifique cet oiseau, Marine. Oui, je ne le connaissais pas, j'habite pas très loin, j'en ai jamais vu, donc j'espère qu'il y en a encore beaucoup, mais je suis impressionnée par ses couleurs. Ouais, il est vraiment magnifique. Et pourtant, Timothée, il est en voie d'extinction. Alors, il y a un peu une question de vocabulaire qu'on ne comprend pas bien. C'est quoi la différence entre une espèce protégée, en voie d'extinction, protégée, en danger? Alors effectivement, c'est un petit peu technique, mais il faut bien se rendre compte qu'on parle de deux choses différentes. Donc quand on parle d'espèces protégées, c'est qu'il y a une loi ou un règlement qui a été voté ou introduit pour protéger activement cette espèce. Par exemple, en France, en 1970, on a voté une loi qui protégeait un certain nombre d'espèces en France. C'était la première. Okay. Une espèce menacée, par contre, ça va être plutôt une espèce où on a pu évaluer en fait, l'état de sa population. On a vu que celle diminuait. Et c'est le cas, par exemple, du roulier d'Europe dans le monde. Okay. On parle aussi parfois des espèces vulnérables en voie d'extinction. C'est une distinction qui a du sens? Oui, c'est une extinction en fait, qui se réfère à des critères très précis qui ont été établis à travers un outil qu'on appelle la liste rouge. La liste rouge a été établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature, ou l'UICN, oui, qui est une grande ONG internationale. Et en fait, cet outil, il permet d'évaluer les populations des différentes espèces connues dans le monde et de voir comment elles évoluent. En fonction de la vitesse du déclin, en fait, on va les classer en niveau de risque d'extinction. Et en fait, il y a trois niveaux. Il y a le risque vulnérable, qui est le moins fort, ensuite en danger et en danger critique. Et c'est des risques gradués d'extinction, ouais. Donc plus le risque est fort, plus l'espèce a une chance forte de disparaître à court terme. Ok, donc on le sait aujourd'hui, on est entré dans la 6e extinction de masse des espèces. C'est assez dramatique. Comment ça se fait en fait? Quels sont les facteurs qui font qu'on est dans une extinction de masse? Enfin, c'est que des facteurs qui sont liés à l'activité humaine. C'est la dégradation des milieux naturels, des espaces naturels, donc en particulier l'urbanisation, la déforestation, c'est toute la destruction directe des milieux de vie de toute cette biodiversité. Ensuite, le deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle l'exploitation directe, donc ça va être la pêche, la chasse, mais aussi l'exploitation forestière. Okay. Donc là où on va directement prélever des individus et faire diminuer les populations. Oui. Et le troisième facteur, c'est le changement climatique, parce qu'en fait, on impose aux espèces comme à nous s'adapter à un nouveau climat, et certaines ne sont pas capables de s'adapter assez vite aux changements qui sont provoqués par le changement climatique. Tous ces effets ont des répercussions équivalentes, quels que soient les pays du monde? Le phénomène est le même partout? Alors non, ça va changer d'un pays à l'autre. Par exemple, en Europe, nous, c'est vrai qu'on a dégradé déjà depuis très longtemps les espaces naturels. Oui. On est plutôt dans une phase de reconquête. Donc ce facteur de destruction, il est moins fort chez nous que par exemple dans un pays comme l'Inde ou l'Amérique du Sud. Ok, on va en parler tout de suite justement, parce qu'on va parler d'un autre oiseau, un rapace cette fois, les busards. Vous les voyez peut-être qui survolent vos champs. Les busards nous rendent d'énormes services puisqu'ils se nourrissent de musaraignes, de rats, de mulots, et pourtant ils sont en voie d'extinction aussi. Écoutez le scientifique Ganesh Tyagarajan en Inde. Il est spécialiste des rapaces et puis avec l'ONG Hatchery, il travaille à la surveillance des busards. Écoutez. I was watching harriers since my college days or the middle school days, in fact. And I realized that in many places that I used to see harriers, I don't see them at all. So then we sort of collated data that was published, natural history notes, and some field data from bird watchers and ecologists. And we compiled this 30 years of information. And also we got some information from the forest department of the protected areas where they are found. And we found about 30 to 40% decline in the last 30 years of all the harriers. When we found this decline, we started a study on migration of harriers. So we did satellite telemetry of the harriers. Unfortunately, I would say that the problem was in India.
because a lot of their wintering sites, as I told, they roost on grasslands on the ground. They've been getting converted into different land uses, whether plantations or there were some buildings coming up, there are agriculture farms. So a lot of diverse things, and now more renewable energy because a lot of solar farms are coming up in these areas. And so that's one of the reasons. And why that is happening is also because grasslands in India, in terms of the policy, are considered as wastelands. So they're not valued at all as a repository of biodiversity. So the government or even private individuals can easily convert a grassland to whatever they want. So that is one reason why grasslands are completely almost gone. Another reason that we have also been trying to investigate is the effect of pesticides. Recently, we have been seeing many dead harriers in the grassland with no obvious, injury or predation to them. So that's an open question. We really don't know what killed them, but we suspect that pesticide is one of the reasons for that. Donc là, en fait, on le voit, que ce soit en Europe ou en Inde, les problèmes sont exactement les mêmes. C'est ça, Timothée, l'activité humaine a fait qu'on a complètement transformé les habitats naturels de ces oiseaux. Ils ne peuvent plus nidifier. Même problématique à travers les pays, en fait. Tout à fait. Alors, ce qu'on voit, par contre, c'est que la temporalité est un peu différente. Parce que dans les pays développés comme l'Europe, les transformations des agrosystèmes et des espaces naturels, c'est déjà fait depuis très longtemps, et encore plus fortement à la révolution industrielle et agricole au milieu du XXe siècle. Oui. Et c'est des choses qui sont en train de se produire aujourd'hui dans les pays en développement. Et donc tout ce qu'on a déjà détruit, nous c'est déjà fait, mais eux, ils sont en train de... Donc ça s'accélère dans ces pays-là. Oui, c'est bien dommage. Et en fait, il y a vraiment un enjeu à développer un rapport aux animaux plus fraternel, plus juste. On en parle tout de suite. Mais Timothée, des espèces ont toujours disparu dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que c'est vraiment grave ce qu'on est en train de vivre? En fait, est-ce que c'est pas juste un phénomène naturel de plus? Alors, tu as raison qu'il y a toujours eu des espèces qui sont apparues et d'autres qui ont disparu. Mais là, ce qu'on vit actuellement, c'est unique dans l'histoire de l'humanité, dans sa vitesse et son intensité. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vécu autant d'espèces qui disparaissent en aussi peu de temps. Là, on pense qu'il y a plus de 150 000 espèces qui ont disparu sur Terre depuis le XVIe siècle. Donc, c'est juste énorme. C'est énorme. Oui, et en plus, il y a énormément d'espèces qu'on n'a jamais observées et qu'on n'aura jamais la chance d'observer, de découvrir. Et en plus, c'est hyper grave parce que toutes ces espèces, elles sont indispensables pour l'homme, pour les populations humaines sur la Terre. Elles fournissent ce qu'on appelle des services écosystémiques. Déjà, la biodiversité, c'est la base de notre nourriture. Le poisson, la viande, les légumes. Mais aussi, tout ce qu'on cultive dépend de cette biodiversité. Par exemple, il faut savoir qu'il y a 75% des fruits et des légumes qu'on consomme qui sont pollinisés par les insectes. Oui. Et sans ces insectes sauvages, on n'aurait pas toutes ces nourritures. Donc ça représente à peu près un tiers de tout ce qu'on mange en Europe, oui, qui est lié à l'existence même de ces insectes. Alors Timothée, c'est grave parce que tous ces animaux, comme tu le dis, servent à nous nourrir. En fait, cette biodiversité, elle sert aussi à nous soigner. Ouais. Il y a plus de 40% des médicaments qu'on utilise qui sont issus des plantes. Mais ça sert aussi à des choses comme réguler le climat, parce que la biodiversité, les forêts, elles absorbent du carbone, mais aussi les océans. En fait, c'est la vie qui absorbe ce carbone, qui régule le climat. Et puis, on peut penser par exemple aussi aux mangroves. C'est des forêts au bord de l'océan qui vont permettre de protéger les populations côtières contre les tsunamis. En fait, moi, je pense qu'on peut juste dire que la biodiversité, elle est juste vitale pour nous. Et est-ce que toi, en tant que directeur scientifique de l'association Arocha, en France, tu as pu voir cet effondrement de la biodiversité dans ton quotidien au travail? Malheureusement, je peux dire que oui, parce que j'ai mis en place des suivis depuis 15 ans maintenant. Et certains, comme celui des amphibiens qu'on mène sur les marais dans la vallée des Baux, on a pu constater des populations de grenouilles et de crapauds qui sont littéralement effondrées. On a perdu presque 90% du nombre de grenouilles et de crapauds qu'on observait. Donc une quasi-disparition des grenouilles. C'est ça, c'est dramatique. Et alors là, dans ce cas spécifique, est-ce qu'on sait pourquoi il y a eu un tel effondrement? On sait qu'il y a plusieurs causes. Il y en a une, c'est notamment l'apparition d'espèces invasives, comme des écrevisses américaines qui ont envahi le milieu, qui n'existaient pas avant, et qui en fait se nourrissent notamment des têtards. D'accord. C'est seulement les écrevisses ou bien il y a un autre facteur?
Alors il y a d'autres facteurs comme des maladies aussi qui apparaissent et puis d'autres que sans doute on ne connaît pas et qui restent à identifier pour pouvoir lutter contre. D'accord. Marine, depuis 1979, nous avons un saint patron des écologistes, si on peut dire, Saint François d'Assise. Saint François parlait des animaux comme ses frères et sœurs. Il disait qu'il avait vraiment un amour particulier pour eux. En quoi son héritage spirituel aujourd'hui peut nous aiguiller dans ce nouveau rapport aux animaux qu'on peut développer ? Le pape François en parle vraiment. D'ailleurs, c'est pas anodin qu'il ait pris ce nom à nouveau de pape François. Et je peux le redire aussi, le Loué sois-tu, c'est à la base sont des paroles de Saint François d'Assise qui chante à Dieu ces mots, qui le loue pour toute la création. Donc tu l'as rappelé, en fait, il établissait vraiment des liens d'affection forts avec toutes les créatures, aussi grandes soient-elles, frère soleil, sœur lune, aussi petite soit-elle. Et en cela, il devenait vraiment le frère universel. Et au-delà, en fait, de cette invitation qu'il nous lance à l'émerveillement, à la louange, ça permet de nous défaire de cette position de dominateur, de consommateur, en fait, juste de considérer la nature comme une ressource et pas dans une fraternité. Et en fait, nous, concrètement, au quotidien, louer les animaux, faire en sorte que les animaux soient nos frères et sœurs, c'est en fait porter notre regard vers le Créateur, louer Dieu directement. Voilà, en fait, c'est ce que le pape dit aussi, c'est que contempler les autres créatures, par analogie, c'est contempler leur créateur. C'est dans le livre de la sagesse. Je vais aussi vous lire un petit passage de Laudato Si qui en parle. Donc le pape dit « Nous sommes appelés à reconnaître que les autres êtres vivants ont une valeur propre devant Dieu et par leur simple existence, ils le bénissent et lui rendent gloire. » Donc en fait, contempler la beauté, la bonté des créatures, c'est aussi contempler la beauté et la bonté de Dieu. Et je rappelle aussi la Genèse, quand Dieu crée toutes ces créatures, à la fin, il est bien dit « Dieu vit que cela était bon ». Donc Dieu même reconnaît la bonté même de ces créatures. D'accord, donc il y a vraiment en fait un changement intérieur à opérer spirituellement pour convertir son regard, convertir sa manière de percevoir les animaux. Timothée, toi, tu es protestant. En quoi ta foi t'a aidé à développer un rapport peut-être différent aux animaux que tu croisais au quotidien ? Moi, j'abonde dans ce que dit Marine, parce qu'on peut voir Dieu à travers cette création, ces créatures qui sont toutes incroyables, merveilleuses, extraordinaires, quand on voit comment elles sont faites, les moindres détails, les couleurs, les organes qu'elles développent. En tant que biologiste, ça m'a toujours émerveillé et moi, ça me rapproche de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec les paroles du pape qui dit qu'il y a un anthropocentrisme très fort aujourd'hui et qu'il s'agit de déplacer le curseur pour remettre toute la création au cœur ? Tout à fait. Oui. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que dit Timothée, en fait, au-delà de la bonté, de la beauté, le fait de remarquer toute cette profusion, en fait, c'est aussi hyper important dans Laudato Si. Le pape François fait référence à saint Thomas d'Aquin. Je vais vous lire un autre passage à ce sujet. En fait, il dit qu'une seule créature ne saurait suffire à représenter comme il convient sa bonté, donc la bonté de Dieu. Par là, il veut dire que le foisonnement de la création dit aussi l'abondance de Dieu, cet au-delà de Dieu qui est toujours plus grand, qu'il ne saurait être représenté par une seule créature, mais bien dans toute cette diversité qu'il convient de respecter et de louer. Et une fois qu'on a compris ça, non pas que dans l'intelligence, mais aussi dans le cœur, ça nous donne envie de passer à l'action pour protéger cette merveille de la création, les animaux. On en parle tout de suite. Timothée, on va retrouver ton collègue Gaëtan. Ça fait 15 ans au Beau-de-Provence que vous essayez de restaurer les reliers d'Europe. On voit que des solutions existent. Regardez. Pour le relier, on met en place des nichoirs pour augmenter le nombre de sites de reproduction ici. Et on sensibilise aussi les propriétaires, les agriculteurs pour pouvoir garder les vieux arbres, les sites favorables à la nidification. Et les nichoirs, on les a posés depuis une vingtaine d'années. On en a environ 120 entre ici la vallée des Baux et les Alpilles. Les reliers d'Europe reviennent toujours au lieu où ils sont nichés l'année d'avant. Et c'est pour ça qu'il est important de maintenir ce réseau de nichoirs et de maintenir les vieux arbres dans les propriétés. Sur le secteur du Marais, qui fait à peu près 2000 hectares, on est passé d'une vingtaine de couples à une quarantaine de couples par la mise en place de nichoirs, ce qui est la plus grosse population de reliers en France. Et pour plus tard, on aimerait bien monter de nouveaux partenariats ailleurs, là où il y a un peu moins de biodiversité, pour favoriser le relier.
Et ce que je souhaite à cet oiseau pour plus tard, c'est vraiment qu'il puisse se développer, mais beaucoup plus revenir comme il était avant. Car je souhaite au plus de personnes possible de pouvoir les voir cet oiseau magnifique voler parmi leurs champs, parmi les promeneurs. Voilà. Là, Timothée, on voit qu'on est passé d'une population de 20 reliés à 40 reliés, donc c'est génial, ça marche. Comment vous avez fait en fait ? En fait, ça fait bientôt plus de 20 ans qu'on s'intéresse à cette espèce, donc on l'a beaucoup étudiée. Ouais. Et on s'est rendu compte que ce qui lui manquait surtout, c'était des endroits où nicher. Ouais. Parce que c'est un oiseau en fait, qui ne sait pas faire son nid et il utilise uniquement des cavités qui sont déjà présentes. Ok. Et en fait, elles avaient disparu à cause de l'arrachage des haies, de la gestion un peu trop intensive des forêts. Donc on a décidé d'essayer de mettre en place des nichoirs. Ouais. Donc pour compenser cette disparition de cavités, on s'est rendu compte que ça marchait assez bien. Et du coup, on a regardé où les mettre pour que ça soit le plus favorable possible à l'espèce. C'est comme ça que progressivement, on a réussi à augmenter la population. Moi, je trouve ça vraiment génial ce que vous faites. Après, là, on reste quand même dans quelque chose de très micro, quoi. Ça suffit pas pour arrêter une extinction de masse. Il faut des solutions macro, non ? Tu as complètement raison. Et pour ça, il faut qu'on s'y mette tous. Ouais. Et on peut tous faire quelque chose. Donc déjà, quand on a un jardin, un balcon, quelque chose, on peut mettre à disposition cet espace pour la biodiversité en mettant justement des nichoirs dans son jardin, Ouais. en laissant des espaces sauvages où on ne tombe pas, en arrêtant d'utiliser des pesticides, en mettant des hôtels à insectes. Les petites coupelles d'eau aussi pour les oiseaux sur le bord des fenêtres, ça Voilà, marche ? en Ouais. les changeant régulièrement pour éviter que les moustiques se développent. Ok. Mais sinon, c'est une très bonne idée, notamment quand il fait très chaud. Ouais. Ok. Ou en hiver aussi, parce que quand l'eau est gelée, elle est aussi indisponible pour les oiseaux. Ok. Et puis, il faut faire attention aussi à son mode de vie, parce que notre mode de vie a un impact sur la biodiversité, à travers ce qu'on mange, comment on produit la nourriture, ça va impacter tout le milieu naturel, le milieu agricole. Si on se nourrit avec du soja qui vient de la déforestation en Amazonie ou de l'élevage qui a été nourri avec ce soja, et voilà, on va contribuer à l'extinction. Donc on peut faire attention. Et puis comme ça, on va réduire progressivement les impacts sur la biodiversité. Pour rebondir sur ce que tu dis, Timothée, je pense qu'il y a aussi un autre moyen, c'est de se former, de se sensibiliser à la biodiversité locale. Qu'est-ce qui existe comme espèce juste en bas de chez nous ? Moi, par exemple, j'habite à Marseille depuis juste 3 ans et j'aimerais bien me former à des parcours locaux pour mieux connaître les oiseaux, les végétaux. Et je pense que c'est vraiment le premier pas, mieux connaître pour ensuite mieux protéger et mieux respecter. Mais je pense que tu as complètement raison. Cette question de la formation est hyper importante. Au niveau spirituel, est-ce que tu aurais des pistes un peu d'actions concrètes pour chacun d'entre nous ? Oui, alors déjà, se rendre compte, ça peut paraître assez basique, mais chaque dimanche et en jour de fête, les laudes commencent par le cantique des 3 enfants. Alors, je ne sais pas si vous êtes très familier, mais c'est un cantique qui reprend en fait la bénédiction de chaque élément de la nature, chaque créature. Ça passe par le soleil, le vent, la lune. En fait, se dire que l'Église, dans ces jours de fête, commence par la louange de la création, c'est quand même assez fort. Ouais. Et puis, quelque chose peut-être de plus concret ou plus personnel, c'est une invitation à se rendre dans un foyer de biodiversité locale. Alors, on n'a pas la chance d'habiter aux Courmettes, mais ça peut être un parc, un jardin, et vraiment se mettre à l'écoute, à observer toute cette biodiversité environnante, les oiseaux, tout ce qui se passe sur le sol, écouter, observer et se remettre dans cette position de fraternité à laquelle nous appelle saint François d'Assise. Eh bien oui, justement, ayez tous votre paire de jumelles avec vous. Ça peut servir. Merci beaucoup, Marine. Merci à toi, Timothée. Et puis, on va écouter vos témoignages à présent. Vous êtes la génération Laudato Si et la défense des animaux, ça vous parle. On vous écoute. Bonjour, je m'appelle Abel et depuis tout petit, j'adore la biodiversité et je me suis engagé pour elle depuis l'âge de 5 ans. Quand j'avais 5 ans, on m'a expliqué que l'huile de palme elle causait de la déforestation et elle tuait les orang-outans et plein d'autres animaux, alors j'ai arrêté d'en manger du jour au lendemain. Ensuite, à 10 ans, j'ai intégré la SPA et à 12 ans, j'ai créé ma propre association, SOS Petites Bêtes, qui récupère des reptiles abandonnés et qui sensibilise à leur sujet. Je me suis ensuite engagé plus largement sur l'écologie avec Youth for Climate, en faisant des actions comme les grèves pour le climat. Et aujourd'hui, j'ai 17 ans et je suis vice-président en charge de l'écologie au réseau des juniors associations. Et donc c'est un réseau qui permet à des jeunes de s'engager et de créer des associations. Et voilà, c'est pas fini, mon engagement il s'arrête pas là, parce que l'année prochaine, je pars pour Mayotte avec l'ONG Sea Shepherd pour sauver des tortues marines. Bonjour à tous, je m'appelle Martin, j'ai 25 ans, je travaille à Village Nature. C'est un site touristique sur lequel il y a des oiseaux qui viennent s'installer.
Ici, on a fabriqué une petite plateforme pour les sternes pierre-garin. Il reste moins de 200 couples en Île-de-France pour les aider à nidifier. On a aussi fabriqué ici un perchoir pour les martins pêcheurs. C'est un oiseau qui est complètement protégé sur le territoire français, qui est très affecté par la disparition des zones de chasse et des zones de nidification. Et donc, pour l'aider à s'installer et pour l'aider à chasser, puisqu'il chasse au milieu de l'eau, on a fabriqué ce petit perchoir ici, au milieu du lac. Voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cet épisode sur les espèces menacées. Et moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si.